La logique, dit le professeur, en partie pour lui-même. Pourquoi n'enseigne-t-il pas la logique dans ses écoles? Il n'y a que 3 possibilités. Soit votre sœur ment, soit elle est folle, soit elle dit la vérité. Vous savez qu'elle ne ment pas, et il est évident qu'elle n'est pas folle. Donc, pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, nous devons admettre qu'elle dit la vérité. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Anna. Bonjour Lula. Alors dans le dernier épisode, nous étions avec Edmund et la sorcière blanche à Narnia. La sorcière blanche qui manipule Edmund pour qu'elle emmène ses frères et sœurs dans son palais glacé, et Edmund qui n'y voit que du feu, obnubilé par les loukoums enchantés qu'elle lui donne à manger. Et concernant le chapitre que nous allons travailler ensemble aujourd'hui, c'est le chapitre 5, Retour de ce côté de la porte. De retour dans notre monde, Lucie demande à Edmund de confirmer son histoire, mais elle est très déçue quand il prétend que c'est simplement un jeu. Peter et Suzanne trouvent le comportement d'Edmund cruel et s'inquiètent pour la santé mentale de Lucie. Ils décident de demander conseil au professeur, ils sont surpris par sa réaction, il semble croire à l'histoire de Lucie. Il leur fait remarquer qu'elle n'a pas l'habitude de mentir, contrairement à Edmund. Le professeur affirme que le reste du comportement de Lucie prouve qu'elle n'est pas folle. Il leur explique aussi que le fait que Lucie affirme être partie plusieurs heures alors qu'il ne s'est écoulé que quelques secondes dans notre monde plaide en sa faveur parce qu'elle n'aurait jamais eu l'idée d'inventer une chose pareille, alors que s'il existe vraiment des mondes séparés, il semblerait logique que le temps s'y écoule différemment. Peter et Suzanne quittent le professeur plus confus que jamais. Quelques jours plus tard, les 4 enfants se trouvent ensemble dans un couloir lorsqu'ils entendent la gouvernante arriver avec un groupe de visiteurs. Sachant qu'ils sont censés les éviter, les enfants n'ont d'autre choix que de se réfugier dans l'armoire. Alors, le chapitre 5 commence avec une grosse déception pour Lucie, puisque, si vous vous souvenez, la dernière fois, elle se réjouissait qu'enfin Edmund ait découvert Narnia et elle imaginait qu'ils allaient pouvoir vivre des aventures tous ensemble. Et puis, au moment où Edmund est censé confirmer ses dires, il la laisse tomber et il fait semblant d'avoir joué à imaginer des endroits qui n'existent pas avec elle. Et le narrateur commente, donc nous sommes arrivés maintenant à l'un des épisodes les plus pénibles de ce récit. Jusqu'à cet instant, Edmund s'était senti malade et boudeur et vexé parce que Lucie avait raison, mais il n'avait pas encore décidé ce qu'il allait faire. Quand Peter brusquement lui posa cette question, il décida tout à coup d'agir de la façon la plus méchante possible. Il décida de laisser tomber Lucie. « Raconte-nous, Edmund, dit Suzanne. » Il prit alors un air très supérieur, comme s'il était beaucoup plus âgé que Lucie. En fait, il n'avait qu'1 an de différence. Et il ricana doucement et dit « Oh oui, Lucie et moi avons bien joué. Nous avons fait semblant de croire que toute son histoire d'un pays imaginaire dans l'armoire était vraie. Juste pour nous amuser, hein, bien entendu. Mais en réalité, il n'y a rien dans l'armoire. » Oui, et puis juste après, évidemment, Lucie est outrée du comportement de son frère. Elle est déçue, elle est triste parce qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui allait corroborer son histoire et il se moque d'elle ouvertement. Et juste après, je trouve qu'il y a une expression presque encore plus odieuse de la part d'Edmund. La voilà qui recommence, qu'est-ce qu'elle a? Ce qui est ennuyeux avec les gamins, c'est que toujours, et après Peter enfin le coupe, mais de traiter sa sœur de gamine alors qu'il a qu'1 an de plus, de prendre un air supérieur, comme s'il était âgé, alors que la seule personne véritablement plus âgée qu'eux dans le chapitre, ça va être le professeur, et le professeur ne prend pas Lucie ni les autres enfants avec une once de supériorité. Et donc c'est assez intéressant de voir ce contraste entre Edmund qui se croit être intelligent, malin, alors qu'il est juste de mauvaise foi, sadique, et c'est lui le gamin au fond, qui traite sa petite sœur avec cruauté et qui fait un enfantillage juste parce qu'il a la possibilité de le faire.
le mot gamin dans la bouche d'Edmund, c'est assez violent. Je ne sais pas du tout comment ça a été traduit en anglais. Il me semble que c'était Those Kids. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Mais en tout cas, en français, oui, je trouve que ça sonne très odieux. Ouais, et on voit aussi donc une spirale descendante vers le mal ici. Hein, ça se fait progressivement, et c'est un thème qui est cher à Louis, ça, il en parle souvent, de cette idée que on descend progressivement dans le mal, une mauvaise décision en entraîne une autre. Et là, il y a deux expressions dans le petit passage qu'on a lu qui indiquent cette idée-là, que c'est graduel. D'abord, il n'avait pas encore décidé ce qu'il allait faire, et puis un peu plus loin, qui devenait plus méchant de minute en minute. Et donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui correspond d'ailleurs à la réalité. Hein. C'est qu'en fait, on ne devient pas méchant d'un seul coup, mais on prend des décisions qui en entraînent d'autres, et puis voilà, ça nous emmène de plus en plus dans le mal. Et encore une fois, on a parlé d'une grande finesse psychologique chez Louis, et là, je trouve que ça se vérifie encore sur cette façon de choisir le mal. Oui, complètement, et on le voit dans les chapitres suivants également. C'est très biblique comme question. Je vois la problématique de façon assez similaire aussi chez Tolkien. Par exemple, c'est capital chez Tolkien que les êtres qui sont vils, méchants et qui servent le mal n'étaient pas méchants de base. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Je pense que c'est aussi très important pour Lewis. Il y a une question de choix, il y a une question de corruption, mais il y a une question que la création de base est belle et bonne, mais qu'elle a été corrompue. Et la création n'est jamais mauvaise en soi au départ, sans qu'il y ait des choses qui aient été créées par quelqu'un vraiment de profondément méchant, et encore, c'est de la singerie du bon créateur. Je vois aussi cette question dans un autre livre qui a fait beaucoup de débats, mais que je trouve personnellement assez intéressant, c'est La cabane de Paul Young. Et il y a un passage très intense où, sans spoiler trop de monde, il y a un meurtre, il y a un crime assez horrible, et une personne qui a été victime de ce crime est en colère contre la personne qui avait fait le mal, et il se retrouve face à Dieu, face à une figure de Dieu. Il dit, mais cette personne, elle doit être vengée, je dois être vengée, cette personne doit être tuée, doit être punie pour ce qu'elle a fait. Et cette figure divine répond, mais son père la battait, son père la violentait, son père était cruel. Oui, il faut aussi punir le père. Mais le grand-père battait le père, mais il faut punir le grand-père. Il dit, mais jusqu'à où est-ce que tu veux que je remonte ? Et je trouve très intéressant cette idée du mal qui est contagieux, et que le mal est issu de personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés. Et c'est à nous de briser ce cycle ou d'en être simplement un maillon supplémentaire. Et on va le voir avec la suite, mais je trouve très intéressant de voir Edmund qui est influencé par le mal qui l'entoure, qui est nourri par le mal qui l'entoure, et après ça va être à lui de continuer dans cet état passif, de se laisser porter par ce mal, ou de faire le choix volontaire et difficile de se battre contre ce mal. Et ça, au fond, c'est un choix qu'on doit toutes et tous faire. Ouais, ok, ouais, tout à fait. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais juste faire une petite remarque sur la cohérence interne du texte, et notamment cette histoire d'âge dont on a parlé la dernière fois. Hein, toi, tu me disais, ils ont qu'1 an de différence parce que justement, tu pensais à ce chapitre. Et moi, je te disais, ils ont 2 ans de différence parce que je m'appuyais sur la chronologie qu'a donnée Lewis par ailleurs. Et dans cette chronologie, il disait que Edmund était né en 1923 et que Lucy était née en 1925. Hein, donc, ça faisait 8 et 10 ans au moment de l'histoire. Alors, comment réconcilier ces deux versions ? On peut essayer de se dire que ça dépend du mois de naissance. Hein. S'il y en a un qui est né en janvier, un qui est né en décembre, on peut dire que ça fait peut-être plus 1 an d'écart que 2. Mais voilà, c'est un détail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lewis a écrit les Chroniques de Narnia très très rapidement. Hein. Donc en fait, il a écrit les 7 en l'espace de 6 ans. Et des fois, on trouve des petits détails qui ne collent pas tout à fait. Lui-même en avait conscience, et peu de temps avant sa mort, il avait même pris rendez-vous avec une éditrice, et il avait pour projet de changer ces quelques petits détails qui n'allaient pas tout à fait, pour qu'il y ait plus de cohérence interne dans le texte. Et malheureusement, il est mort avant de pouvoir mener à bien ce projet, donc maintenant le texte reste comme il est.
Mais voilà, bon, c'est pas très important. Mais de temps en temps, on va trouver des petites choses comme ça qui sont pas totalement logiques. Ça prouve qu'il est humain. Ouais, tout à fait. Alors, dans la suite du texte, Lucie continue à soutenir qu'elle a rencontré un faune dans l'armoire, alors que Edmund dit que ce n'est pas vrai. Et donc, quelle est la réaction de Peter et Suzanne? Ils commencent à s'inquiéter sérieusement pour sa santé mentale, et ils décident d'aller voir le professeur pour lui demander conseil. Avant ça, je trouve quelque chose de très marquant dans le fonctionnement de Peter et Suzanne. C'est dans le moment où Edmund est odieux, où que Peter et Suzanne ne croient pas encore Lucie, c'est un fait, mais Edmund, quoi qu'il arrive, est vraiment cruel avec sa sœur. Et il se moque, etc. On voit qu'il a... Je crois que c'est à ce moment-là où Peter explique que ça date pas d'hier, sa méchanceté, parce qu'il peut être méchant avec les gens de sa classe, les plus petits. Et on voit Edmund perdu, il dit je pensais, balbutia Edmund, mais il ne trouva rien à répondre. Tu ne pensais rien du tout, dit Peter, c'est juste de la méchanceté. Tu as toujours aimé être odieux avec ceux qui sont plus petits que toi, nous avons déjà vu cela en classe. Arrêtez, s'écria Suzanne, une dispute entre vous deux n'arrangera rien, partons à la recherche de Lucie. Et peut-être que c'est mon caractère qui parle, mais je pense que ça aurait été bien que la dispute continue, dans le sens où là on met le doigt sur quelque chose de très important par rapport à Edmund, on voit une certaine cruauté, un plaisir à la supériorité, et Peter et Suzanne étant les figures parentales, même si dans un monde idéal ils auraient pu être juste enfants, là ils font office d'autorité, de pouvoir creuser cette question en disant mais là c'est pas ok, on peut pas continuer avec ce comportement. Suzanne a peur de la confrontation, a peur du conflit et balaye d'un revers de la main cette discussion qui, en dispute, n'aurait peut-être pas été utile, mais une discussion approfondie, peut-être avec les besoins d'Edmund, les besoins de reconnaissance, peut-être une jalousie, une peur, un complexe d'infériorité, ça aurait peut-être été utile, et c'est le réflexe de Suzanne de « Non mais laissons tomber, restons comme ça, le status quo lui convient », et oui, je trouve très, très révélateur du comportement de Suzanne par rapport à cette dispute. Ouais, alors par contre, ensuite, ils ont une réaction sage, justement, d'aller voir le professeur. Et on voit le contraste avec Edmund qui, lui, ne demande conseil à personne, veut toujours se comporter comme s'il était plus vieux qu'il ne l'est, alors que Peter et Suzanne, là, ont l'humilité de chercher l'aide de quelqu'un de plus âgé et qu'ils pensent plus sage qu'eux-mêmes. Donc, voilà, c'est un bon réflexe, clairement. Et la rencontre avec le professeur aussi se passe bien, dans le sens que il les reçoit, il les écoute sans les interrompre une seule fois, et puis ensuite, il reste silencieux un moment. Et si on regarde le dialogue entre le professeur et Suzanne et Peter, une fois qu'ils commencent à parler, on peut remarquer quelque chose de très particulier. Il prend une forme très spéciale, ce dialogue. Je ne sais pas si tu as remarqué. Moi, je trouvais que c'était très biblique comme... Alors moi, je pensais à Socrate, mais est-ce que tu connais la méthode socratique? J'en ai entendu parler, j'ai plus étudié la Bible que la méthode socratique, j'avoue. Okay. Donc, je te laisse nous éclairer plus de ton expertise. Donc, en fait, ouais, la méthode socratique, qui s'appelle la maïeutique, c'est-à-dire le fait de donner naissance à, ça consiste à ne rien affirmer, mais à poser des questions pour que l'autre trouve lui-même la réponse. Et c'est exactement ce qu'il fait dans ce... Donc Socrate faisait comme ça avec ses disciples. Il posait toujours des questions pour faire avancer la discussion et pour que les personnes trouvent elles-mêmes la réponse. Et c'est exactement ce qu'il fait ici. Et éventuellement, de temps en temps, une fois qu'ils ont répondu, il les aide à tirer une conclusion, mais il les fait vraiment réfléchir par eux-mêmes. C'est aussi une méthode que Jésus utilisait beaucoup dans les évangiles. Tout à fait. Beaucoup de questions lui sont posées et il répond à très très peu d'entre elles. Souvent, il répondait par une autre question. Donc, tu parles de la méthode socratique, moi je parle de la méthode Jésus, chacun ses refs. Non, tout à fait, t'as raison. Jésus faisait ça aussi. Tout à fait. Alors ensuite, on trouve un élément autobiographique. On a vu qu'il y avait quand même un certain lien entre ce professeur et Lewis lui-même. Et quand il dit des choses comme « Pourquoi n'enseigne-t-il pas la logique dans ces écoles ?» et « Je me demande ce qu'ils peuvent bien enseigner dans ces écoles », je ne sais plus si on a déjà mentionné cette idée que Lewis n'avait pas une très bonne opinion de l'école. Non, c'est vrai que
on l'a pas encore mentionné, lui-même était professeur, mais professeur d'université, pas d'école, donc peut-être qu'il estimait relever le niveau au stade des enseignements supérieurs. Mais en effet, on n'a pas encore abordé cette question, tu peux nous en dire plus ? Donc en fait, dans son autobiographie, Surpris par la joie, il raconte sa propre expérience et il raconte qu'il a été très très malheureux à l'école. Et j'en veux pour preuve qu'un des chapitres où il raconte ce qui lui arrive à l'école porte pour titre camp de concentration. Donc il comparait l'école à un camp de concentration. En fait, il a fréquenté plusieurs pensionnats. Il y en a des pires que d'autres. Hein. Le tout premier qu'il a fréquenté, c'était horrible parce qu'il avait un directeur qui était complètement fou et qui a d'ailleurs fini à l'asile psychiatrique et qui battait les enfants pour tout et pour rien. Voilà, il a été vraiment traumatisé par ça. Et il n'a pas autant souffert dans les écoles suivantes, mais dans tous les cas, il n'a pas été heureux à l'école parce qu'il n'était pas bon en sport. Or, le sport, c'était une façon à l'époque d'être reconnu, d'être valorisé par ses camarades. Lui, il aimait passer son temps dans les livres, etc. Et donc, il n'arrivait pas à se faire accepter par les autres garçons, hein, parce qu'il était un peu différent des autres. Et il a supplié son père de le retirer de l'école, et son père ne voulait pas, et il a fini par accepter, et il l'a confié à un professeur particulier, hein, qui s'appelait William Kirkpatrick. Et ce professeur était très exigeant et notamment, il avait un sens de la logique implacable. Et d'ailleurs, donc, du coup, le personnage du professeur est aussi un peu inspiré par Kirkpatrick, donc le professeur de Lewis qui ne jurait que par la logique. Et alors, ce professeur a vu que Lewis était particulièrement doué et donc il lui donnait énormément de travail, mais Lewis, ça lui convenait. Et il a fait des progrès fulgurants. Et notamment grâce à lui, il a développé son sens de la logique. Et ça lui a permis ensuite d'intégrer Oxford, qui était à l'époque une des meilleures, encore aujourd'hui, hein, encore une des meilleures universités d'Angleterre. Et voilà, donc ce William Kirkpatrick a été aussi une inspiration pour ce professeur, d'une part à cause donc, de cette importance de la logique, et puis aussi à cause du nom du professeur, parce qu'on ne sait pas ici, hein, mais on va l'apprendre dans un autre livre que ce professeur s'appelle Kirk, hein, donc Kirkpatrick, Kirk, voilà, un autre petit clin d'œil. Oui, on voit que c'est un chapitre qui est très cher à son cœur. Ce que je trouve assez passionnant dans le système de discussion qui est mis en place entre le professeur et Peter et Suzanne, c'est le cheminement de réflexion. Et il faut savoir que C.S. Lewis se considérait lui-même comme le converti le plus réticent, the most reluctant convert. Et donc c'est très intéressant de voir le cheminement de pensée de C.S. Lewis. Et Lewis n'avait pas du tout une foi aveugle, où il a simplement pris la Bible un jour et il s'est mis à croire, mais il a énormément testé la foi. C'est quelque chose d'abracadabrant, la foi chrétienne a quelque chose du miraculeux, du lâcher-prise. Et quand on est un athée ou un agnostique convaincu, puisque c'était le cas de C.S. Lewis, il y a un moment où il faut croire l'impossible pour pouvoir entrer dans cette foi. Et je trouve que la discussion qui est présente ici, elle est très semblable à une discussion de foi qui peut être capitale pour certains, notamment par rapport à la résurrection de Jésus, à toutes les questions du texte, où on pourrait se dire « mais ce texte c'est n'importe quoi, comment est-ce possible que des gens puissent y croire au premier degré ?» Mais en fait c'est très intéressant de creuser ces questions. Il y a pas mal de preuves historiques, scientifiques, qui en tout cas font qu'il y a des questions à se poser autour de ce texte. Je ne dis pas que toutes les personnes qui vont lire la Bible vont devenir chrétiens, mais en tout cas, il y a des questions à se poser, ça peut nous remettre en question sur certains points, et c'est aussi peut-être accepter que certaines choses qui nous paraissent logiques ne le sont pas pour certains, et inversement. C.S. Lewis en parle dans son livre sur les miracles, et c'est très intéressant, on est aussi sur cette dynamique en disant que les gens qui ne croient pas aux miracles ne vont jamais voir de miracles, et les gens qui croient aux miracles vont voir des miracles. Parce que toutes les personnes qui ne croient pas aux miracles vont chercher une explication absolument dérisoire pour expliquer le miracle qui était devant leurs yeux, et toutes les personnes qui croient aux miracles ne vont pas chercher plus loin que la réponse du miracle. Je caricature, mais c'est très intéressant
C'est un des ouvrages de C.S. Lewis qui parle de choses très pertinentes si nos chers auditeurs et auditrices ont envie de lire plus de C.S. Lewis. Mm. Évidemment, tous ces ouvrages sont à être vivement recommandés, mais la question des miracles, si c'est une question qui vous parle, le livre s'appelle tout simplement Miracle, en tout cas en français. Oui, je trouve cette dynamique du texte vraiment très intéressante parce que on voit que C.S. Lewis la connaît bien. Et j'ai l'impression qu'il joue et le rôle du professeur et le rôle de Peter et Susan. En tout cas, il parle à son moi du passé, en quelque sorte. Mm. Et moi, ça me réjouit beaucoup. Alors, je voulais parler aussi d'un autre livre qu'il a écrit justement qui s'appelle Les fondements du christianisme. Et c'est un livre qu'il a publié suite à des émissions de radio qu'il a faites pour la BBC en 1942 et 1944, et où il parle du christianisme et il utilise un certain nombre d'arguments qu'on retrouve ici dans ce livre qu'il a écrit plus tard, hein. Notamment un genre de raisonnement logique qu'on appelle le syllogisme. Alors je vais vous le lire, c'est quand il dit « Soit votre sœur ment, soit elle est folle, soit elle dit la vérité. Vous savez qu'elle ne ment pas, et il est évident qu'elle n'est pas folle. Donc, pour le moment et jusqu'à preuve du contraire, nous devons admettre qu'elle dit la vérité. » Donc ça s'appelle un syllogisme. Et il a utilisé exactement le même genre de syllogisme pour parler de Jésus dans les fondements du christianisme. Et il dit, quand on lit les évangiles, on constate que Jésus a dit des choses qui ont l'air complètement folles. Il parlait de lui comme s'il était Dieu. Il a dit par exemple qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés de l'humanité en général. Il a dit qu'il avait toujours existé, qu'il reviendrait pour juger le monde à la fin des temps. Et pour dire des choses pareilles, si c'était pas vrai, soit il faut être complètement fou, soit il faut être vraiment perverti, complètement mégalo et manipulateur. Mais quand on voit comment Jésus se comporte dans les évangiles, on voit au contraire que c'était quelqu'un de très humble, plein d'amour, qui s'intéressait aux pauvres et aux méprisés. Et il donne pas du tout l'impression d'être fou, au contraire, il a l'air plein de sagesse. Et donc, s'il est ni fou ni menteur, la troisième solution, c'est qu'il disait la vérité quand il proclamait être Dieu. Alors, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'être d'accord avec cette analyse, hein, mais ça vaut le coup d'y réfléchir, je trouve. Absolument. Et quelque chose que je trouve aussi très sain, santé, c'est qu'à la fin, il dit « Ma jeune demoiselle », en parlant à Suzanne, dit le professeur en levant soudain vers les deux enfants un regard très pénétrant, « Il existe un plan que personne n'a encore suggéré et qui vaut pourtant la peine d'être essayé. » « Qu'est-ce que c'est » demanda Suzanne. « Nous pouvons tous essayer de nous mêler uniquement de ceux qui nous regardent, déclara-t-il, et ce fut la fin de la conversation. Et que ce soit dans ce passage ou que ce soit la question de la foi, ça reste un choix personnel. Et qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose, mais après, chacun peut se mêler de ce qui le regarde. Et j'apprécie cette idée qu'une fois la discussion passée, qui était une belle discussion, une forte discussion, où tout le monde a pu s'exprimer pleinement, sainement, et après on peut juste être d'accord de ne pas être d'accord, ou simplement la clôturer. Il n'y a aucun forcing de la part du professeur en demandant des preuves par A plus B, où ils vont tous camper devant l'armoire pour que Lucie ait raison, ou de forcer Lucie à je ne sais quoi pour qu'elle prouve qu'elle ait tort. Mais il y a cette discussion authentique, et après, chacun fait comme il le souhaite. C'est un statu quo que je trouve assez mature de la part du professeur. Elle dit qu'elle y a été, très bien. Elle dit sûrement la vérité, mais on ne va pas se préoccuper du pays magique qui se trouve dans l'armoire. Alors, je pense que je n'aurais pas eu la maturité du professeur et j'aurais campé jour et nuit devant cette armoire, mais un jour j'espère être aussi mature que ce professeur. Ok, alors pour revenir juste encore à quelque chose qu'il dit dans cette... Donc il y a un autre passage dans ce dialogue qui est aussi inspiré des fondements du christianisme. C'est quand il dit, quand le professeur dit que cette histoire est tellement bizarre que Lucie n'aurait pas pu l'inventer elle-même. Et Lewis avait utilisé le même genre d'argument dans les fondements du christianisme pour défendre le fait que c'était probablement vrai. Alors, je vais vous lire un petit extrait de ce qu'il a écrit. « La réalité, en fait, est généralement quelque chose que vous n'auriez pas pu deviner. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crois au christianisme. C'est une religion qu'on n'aurait pas pu deviner. Si elle nous offrait le type d'univers auquel nous nous attendions depuis toujours, j'aurais l'impression que nous en sommes les créateurs. Mais en fait, ce n'est pas le genre d'univers que l'on aurait pu inventer. Cette religion a ce côté étrange qu'ont les choses réelles. » Alors, ce qu'il entend, je vais peut-être expliquer parce que c'est peut-être pas évident,
pour les auditeurs, ce qu'il entend par le côté étrange du christianisme, c'est que pour lui, le christianisme est vraiment une religion différente de toutes les autres, vraiment originale, parce que d'habitude, dans toutes les religions, l'être humain cherche à s'élever jusqu'à Dieu, alors que dans le christianisme, c'est Dieu qui est descendu jusqu'à l'être humain en se faisant lui-même homme dans la personne de Jésus. Et il en parle par exemple dans un essai qu'il appelle le grand miracle. Donc le grand miracle, c'est le terme qu'il utilise pour désigner justement l'incarnation, le fait que Dieu soit devenu homme. Et voilà ce qu'il écrit. L'histoire chrétienne est précisément l'histoire d'un grand miracle. Elle affirme que ce qui était au-delà de l'espace et du temps, le non créé, l'éternel, est venu habiter la nature humaine et est descendu dans sa propre création pour en remonter en élevant la nature avec lui. Et c'est là le grand miracle. Si on le supprime, rien de spécifiquement chrétien ne subsiste. Il restera sans doute quelques valeurs humaines que le christianisme partage avec d'autres systèmes dans le monde, mais il n'y aura plus rien de spécifiquement chrétien. Alors encore une fois, vous n'êtes pas obligé de partager toutes ces idées pour apprécier les histoires de Narnia. Et on vous invite à continuer à écouter ce podcast, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Lewis écrit ici. On parle de beaucoup d'autres choses, à part le symbolisme chrétien, mais ici, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté et de ne pas vous montrer cet aspect qui est clairement présent dans le récit. Et si vous avez envie de réagir d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez envie de dire, vous pouvez le faire en nous écrivant à l'adresse mail qu'on redonnera à la fin de l'épisode. En restant courtois, évidemment. Oui, en effet, alors, moi je suis pasteur, donc je suis confessante. Ça fait partie de qui je suis, et je comprends tout à fait. Chacun a le droit de croire ce qu'il souhaite, évidemment, mais je pense en effet que ce serait dommage de ne pas comprendre la pensée de C.S. Lewis pour mieux comprendre ses écrits à lui. Et je pense justement que ce cheminement qui lui a été propre, qui a été d'être un très grand sceptique au départ pour découvrir la foi qui est la sienne, prend une part intégrante dans son travail. Et qu'on soit confessant ou non, curieux, un peu entre les deux, de comprendre ces quelques points clés pour mieux apprécier ses écrits, c'est important. Donc évidemment, c'est un podcast qui accueille toutes les personnes dans leurs croyances, leurs non-croyances, leurs doutes, leur scepticisme, mais c'est important pour nous de pouvoir expliquer ce qui était derrière les pensées de C.S. Lewis pour mieux apprécier tout simplement les écrits merveilleux de cet auteur prolifique. Alors je voulais revenir aussi à la fin du dialogue et cette étrange réaction de la part du professeur quand il dit qu'il faut se mêler de ses affaires. Ça peut sembler un peu abrupt. Et d'autant plus qu'il est déjà allé à Narnia lui-même. Alors désolé pour le spoil, mais ceci dit, Lewis lui-même ne savait pas qu'il était déjà allé à Narnia à ce moment-là, puisqu'il n'avait pas encore écrit cette histoire. Mais je me suis demandé pourquoi il réagissait comme ça, et je me suis dit que d'une part, peut-être qu'il voudrait qu'il laisse cette pauvre Lucie tranquille et qu'ils arrêtent de vouloir s'occuper de sa santé mentale. Et puis aussi, peut-être, comme Peter et Suzanne ne sont pas encore allés à Narnia et qu'ils ne savent pas s'ils vont y aller un jour, eh bien, il leur demande juste de ne plus essayer de se mêler de cette histoire, parce que s'ils doivent y retourner, ça va se faire. Mais en fait, c'est l'idée qu'on ne choisit pas d'aller à Narnia, c'est Narnia qui vous invite. C'est quelque chose qui va arriver, si ça doit arriver, mais voilà, on ne peut pas soi-même décider d'y aller. Et on avait déjà vu cette idée dans le fait que le fond de l'armoire, il est là des fois, on ne peut pas y aller comme on veut. Oui, et comme beaucoup des choses présentes dans ce livre, c'est à double sens, justement. On parle à la fois de se lâcher prise face à Narnia. On ira peut-être, on ira peut-être ou non, et on ne peut pas décider quand on y va et si on y va, mais aussi cette liberté d'expression, cette liberté de discussion où on n'est pas là pour faire du prosélytisme, pour imposer sa croyance ou pas. Il leur demande pas de croire résolument à Narnia, mais il leur demande de respecter que c'est une possibilité. Et ça, je trouve, encore une fois, sage et bienveillant, de pouvoir, peu importe ce qu'on croit, peu importe nos scepticismes, être dans l'acceptation de la croyance de l'autre, sans remettre en question sa santé mentale ou son honnêteté. Et cette idée qu'on ne peut pas rentrer à Narnia comme on veut, on la retrouve encore une fois à la fin de ce chapitre 5, puisque si on regarde comment il retourne à Narnia, il y a vraiment l'idée d'une espèce de force presque qui les pousse, parce qu'il y a donc
la gouvernante qui arrive avec un groupe de touristes et ils savent qu'ils doivent l'éviter. Et alors, ils essayent de se sauver, mais ils essayent de l'éviter. Mais en fait, quand ils vont à un endroit, ils l'entendent par derrière. Après, ils l'entendent par devant. Ils ont l'impression d'être complètement cernés. Et le narrateur lui-même dit... Ensuite, soit qu'ils aient perdu la tête ou que Madame Macready ait essayé de les attraper, soit qu'un enchantement assoupi dans la maison se soit subitement ranimé et les ait poussés vers le domaine de Narnia. Bref, quelle qu'en fût la raison, ils eurent l'impression d'être traqués partout, si bien que Suzanne finit par s'écrier « Oh, flûte pour ces touristes, venez, entrons dans la chambre de l'armoire jusqu'à ce qu'il soit passé. Personne ne nous suivra ici. » Mais à l'instant même où ils pénétrèrent dans cette pièce, ils entendirent des voix dans le couloir, quelqu'un tripota la porte, et ils virent la poignée tourner. « Vite, commanda Peter, il n'y a pas d'autre cachette !» Donc vraiment, il y a même le terme enchantement lui-même qui suggère vraiment l'idée qu'ils sont ici appelés à Narnia par une force surnaturelle. Donc on peut appeler ça la magie, on peut appeler ça la providence, cette même providence qui avait fait pleuvoir au début de l'histoire. Mais en tout cas, voilà, ils se retrouvent dans l'armoire et... Le chapitre 5 se termine d'ailleurs avec la 5e occurrence du fameux avertissement. Ne pas s'enfermer dans les armoires. Exactement. Cette fois, c'est Peter, lui, est une personne raisonnable, contrairement à son frère Edmund. Et il sait qu'il ne faut jamais, jamais, le mot est répété 2 fois, s'enfermer dans une armoire. Donc si vous essayez de vivre notre podcast avec plus d'authenticité en l'écoutant dans une armoire, ne fermez pas la porte. On n'a pas envie d'avoir un procès parce que vous êtes resté enfermé dans une armoire de votre plein gré. Voilà, donc ne fermez pas les portes si vous êtes dans les armoires. Et Lewis, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et je commence à me demander, vu que c'est la 5e fois qu'il le mentionne, je commence à me demander si c'était pas un peu volontaire, du style, vous vous souvenez, il a réagi à la maman de Lucy Barfield qui l'avait prévenu qu'il fallait prévenir les enfants. Et là, c'est un peu du style... Tu veux que je les prévienne ? Eh ben, je vais les prévenir. Et vas-y. Il y a vraiment une impression de comique de répétition, là. Ah, mais c'est... Parfois, c'est nécessaire, malheureusement. Je crois qu'il y a un procès qui a été gagné aux États-Unis parce qu'une dame a essayé de sécher son chien au micro-ondes et elle a fait un procès à la marque de micro-ondes en disant que c'était pas noté dedans. Enfin, en tout cas sur la notice, et donc depuis, sur beaucoup de marques de micro-ondes, il y a marqué « Ne mettez pas d'animaux vivants à l'intérieur ». Donc comme quoi, des fois il faut répéter les choses, et au moins, il ne pourra pas dire qu'il n'avait pas prévenu ses lecteurs. Donc pas de procès possible. Quelque chose qui me fait beaucoup rire dans ce que dit le professeur, c'est, il dit... Elle fait partie de ces demeures qui sont mentionnées dans les guides touristiques et même dans les livres d'histoire, et elle le méritait car l'on racontait à ces sujets toutes sortes d'anecdotes, dont certaines étaient encore beaucoup plus étranges que celles que je suis en train de vous conter. Et j'ai très envie de savoir quelles sont les histoires encore plus étranges que celles qu'on est en train de nous raconter, parce que je trouve que l'histoire de Narnia est quand même très fantaisiste, très fantastique, et que je serais tout ouïe à entendre une histoire encore plus étrange. Et ça me fait beaucoup rire quant à C.S. Lewis, quant au professeur également, d'imaginer cette maison qui n'a que commencé à nous révéler ses secrets. Alors voilà, on arrive à la fin du chapitre et ils sont tous les 4 dans l'armoire et on verra la prochaine fois ce qui va se passer une fois qu'ils seront à Narnia. À la prochaine fois. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis de podcast, ainsi que sur Facebook, derrière la porte de l'armoire, et Instagram, derrière la porte de l'armoire, tout attaché et sans accent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur les réseaux ou par mail sur derrière la porte de l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.